Nous allons pouvoir inviter à la tribune notre grand témoin, Martin Hirsch, que j'aurai le plaisir d'interviewer. Bonjour. Bonjour, vous avez été très maladroite dans votre introduction. Ah bon? Désolée. Vous avez dit on va terminer par une touche de jeunesse. On vous va n'avez pas dit que vous alliez aussi. commencer par une touche de jeunesse. J'étais très vieilli, ça m'a vexé. Eh bien, on commence et on termine. Alors. Donc, je ne présenterai pas votre parcours, qui est quand même sur 2 volets majeurs, mais bon, tout le monde a la biographie dans le programme, mais vous avez un parcours qui est marqué par 2 champs, on va dire, le volet santé et médecine, puisque c'est votre vos études et votre premier parcours, et puis un volet autour de l'engagement qu'on connaît bien à travers des fonctions sur lesquelles on va revenir, sur la lutte contre la pauvreté et pour la solidarité. Et c'est un peu à ces 2 titres qu'on a voulu vous inviter ce soir. Donc vous avez ce matin, tout va bien. Vous avez donc été président d'Emmaüs et vous avez créé l'Institut de l'engagement. Vous présidez aujourd'hui la fondation de l'AP-HP pour la recherche. Alors, ce sont des structures, ces 3 structures vivent en grande partie du mécénat et du fundraising. Et j'aurais aimé vous poser cette première question. Qu'est-ce que représente cette activité de mécénat et de fundraising pour vous? Donc, rebonjour. Ça présente le meilleur et le pire. Alors, pour commencer la journée bien, je vais commencer par le meilleur, avec quelques souvenirs fabuleux. Un souvenir fabuleux, c'est un jour où je téléphone au volant, je me fais arrêter par les flics, qui me demandent de me garer rapidement, et hop, je cogne une voiture qui était garée. Je laisse... Je peux raconter 3 anecdotes comme ça? Ouais, d'accord. Donc, je ne veux pas laisser ma carte de visite pour pas... J'étais au gouvernement à cette époque-là. Et donc, je laisse juste un petit mot en disant « Je suis désolé de vous avoir cogné, appelez-moi à tel numéro ». Et le type m'appelle. Je me dis « Je vais me faire engueuler, c'est horrible ». Et il m'a dit « Ah, mais vous êtes Martin Hirsch ?» Je dis « C'est encore pire. » Il va... Hein? Je dis « Oui, je suis vraiment désolé. Je vous ai un peu écorné. » Il me dit « Non, mais ça, je m'en fiche, mais ça fait longtemps que je cherche à donner à une bonne cause. C'est formidable. Le destin fait que je tombe sur vous. À qui puis-je donner ?» Et hop, il a donné à Emmaüs. Et le type est devenu un donateur régulier, en cognant sa voiture. Je me souviens aussi un jour où j'ai fait une tribune énervée dans Le Monde sur le thème « Il y en a ras-le-bol d'aller chercher du fric partout. Il y a plein de gens qui ont plein de fric. Il y a plein d'initiatives qui ont besoin d'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas vous réveiller un peu en France et donner un peu plus de sous ?» Et le soir même, je reçois un mail d'un investisseur en capital qui me dit « J'ai lu votre tribune, ça m'a un peu secoué, est-ce qu'on pourrait se voir ?» Je lui dis « Bah oui, par exemple, demain matin, 7h30. » Et on se retrouve, on prend un petit déjeuner. Et le type me dit « Bah oui, effectivement, quand même, on ne fait pas grand-chose. Écoutez, je vais vous donner des sous. » C'était d'ailleurs pour l'Institut de l'engagement, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. 2, je vais créer une fondation avec d'autres investisseurs en capital pour devenir partenaire, etc. Et c'est devenu un copain, et c'est un type formidable. Et voilà, c'est parti d'une une engueulade. 3e exemple récent, je ne sais pas si vous vous souvenez, les manifs qui ont dégénéré et qui se sont traduits par le caillassage de Necker et les vitres cassées. Qui a ému tout le monde à juste titre, et nous avons expliqué que sans prendre à l'hôpital public pour enfants, ça montrait qu'il n'y avait plus de limites et qu'il était bon qu'il y ait des limites, qui que ce soit qui l'ait fait. J'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne connaissais pas, là aussi grand investisseur, qui me dit « Écoutez, j'ai été choqué par ce caillassage. Il se trouve que quand j'étais petit, j'étais soigné pour une maladie rare à Necker.
je veux bien donner un peu de sous pour les vitres. Et ça nous a donné l'idée avec Rodolphe de faire un appel à dons. Et on a fait un appel à dons. Et en 24 heures, les vitres Dennecker, elles coûtent plus cher que les vitres. Il fallait 150 000 euros. C'est les blocs opératoires derrière. C'est pas... Et on a fait un appel à dons. Et en 24 heures, on a eu suffisamment d'argent. Donc j'ai rappelé le type en disant pour les vitres, c'est bon, mais si vous voulez donner à la fondation un PHP pour la recherche, il n'y a pas de problème. Et donc il a lui aussi donné, je l'ai revu il y a quelques jours, et il sera donateur régulier. Donc ça, c'est des belles histoires, à la fois de rencontres, de gens avec lesquels on devient amis, qui ont envie de s'impliquer, dont le fait générateur peut être une interpellation, une émotion, une engueulade, une envie de faire. Ça, c'est le meilleur. Le pire, donc moi, je déteste demander de l'argent. J'ai été conduit à le faire dans plein de situations, etc. Et le pire, c'est effectivement de se retrouver en situation de quémander, d'infériorité, etc. Et puis de voir les gens qu'on connaît bien. Moi, je connais plein de gens qui ont plein de sous, que j'invite à dîner, qui m'invitent à dîner, etc. Puis de temps en temps, il m'est arrivé d'envoyer des mails en disant tiens, à propos pour telle cause, ça vous dirait pas de donner un peu de sous? Et là, pas de réponse. Et puis on les recroise, et puis ils n'ont jamais reçu ce mail-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça, je trouve ça hyper compliqué. Voilà. Donc j'ai aussi, je ne m'étendrai pas sur le pire, mais par ailleurs, je trouve ça... Donc il faut trouver, et je pense que c'est ça ce que vous faites, c'est essayer de trouver les meilleures solutions pour éviter d'être confronté au pire qui revient assez rapidement si on y prend garde. J'ai une dernière chose qui m'avait amusé, de Success Story. Un jour sur France Info, un matin, je vais être au gouvernement à l'époque, en charge de la lutte contre la pauvreté et des politiques pour la jeunesse. Et le journaliste, très intelligemment, me dit « Et vous, comment vous réagissez à l'annonce des profits records de Total de 12 milliards d'euros ?» J'ai 2 secondes pour réfléchir et je dis je réagis très positivement, d'autant plus que je suis sûr que face à une annonce d'un profit comme ça, ils vont avoir très envie de soutenir le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et donc, je leur propose d'y mettre comme ticket d'entrée 50 millions d'euros. Eh bien, j'ai eu les 50 millions d'euros. Et j'ai vu le président de l'époque qui s'appelait Christophe de Margerie. Et au lieu de m'engueuler pour un hold-up, il m'a dit effectivement, c'est une bonne idée. Et je dis ça parce que c'était il y a 7-8 ans. Et depuis, on a monté avec eux, ils ont continué à suivre la France s'engage qui a été un peu le prolongement du fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et récemment, on était avec le nouveau président de Total pour remonter une fondation qui s'appelle la France s'engage. À travers ce que vous dites, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si mal à l'aise pour solliciter. Et je ne vous raconte pas les 99% d'échecs et de bad stories. Hein, voilà. Alors concrètement, est-ce que alors là, on sent bien que vous vous impliquez sur ces sujets. Quel est le temps que vous y consacrez aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée du temps que vous consacrez à la fondation et aux aspects de recherche de donateurs? Ou deux. Suffisamment, certainement pas assez. Certainement pas assez. C'est pour ça que on a recruté quelqu'un de bien qui est Rodolphe. Je vais dire les choses de 2 manières. D'une part, peut-être revenir sur la fondation. Pourquoi est-ce que, comme directeur général de l'AP, et pourquoi est-ce que l'assistance publique a créé une fondation, ce qui sera une manière de répondre à la première partie de la question. C'est vous qui l'avez créé. C'est de votre arrivée. Oui, absolument. C'est nous qui l'avons créé parce que la loi l'a permis. En fait, l'idée d'une fondation à l'assistance publique, elle traînait depuis longtemps et personne n'était jamais passé à l'acte.
alors pourquoi est-ce que personne n'était passé à l'acte? Pour différentes raisons que je ne sais pas toutes démêler, mais l'une d'entre elles était que il y avait un certain éclatement du raisonnement sur le fundraising. Et il y avait des tas de structures qui en faisaient, et pas la possibilité de pouvoir fédérer pour faire quelque chose qui soit à l'échelle de la paix. Et comme moi, dans ma politique à la paix, c'est mon obsession, c'est de dire comment est-ce qu'une institution aussi grande, on est une des plus grandes structures hospitalières du monde, avec Shanghai très grande structure hospitalière, et on a l'art d'être capable de maximiser les inconvénients de la taille et minimiser les avantages. Et donc moi, mon obsession, c'est d'essayer de retourner cela, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc de se dire, de jouer sur la taille, la réputation, l'ensemble de la paix, pour pouvoir aller aider la communauté de recherche de la paix, il faut essayer de le faire, plutôt que d'avoir chacun qui rame de son côté, ce qui n'est pas incompatible avec laisser ceux qui, de leur côté, n'ont pas de rame, mais ont du succès. Tant mieux, on n'est pas là pour se piquer, aller faire de la concurrence sur les donateurs. Et puis, il y a une opportunité, puisque la loi de 2011, je crois, a prévu un statut de fondation hospitalière. Et puis le décret est sorti, a mis beaucoup de temps à sortir parce que tout le monde s'engueulait, mais est sorti, et peu de temps après, nous avons... du coup, moi, je me suis engouffré dans la brèche pour qu'on crée la fondation, et avec plusieurs objectifs. Donc l'objectif principal, c'est pouvoir apporter des ressources principales aux chercheurs qui travaillent à l'assistance publique ou de près avec l'assistance publique. Chercheurs au sens large, c'est-à-dire pas avoir la vision étroite, mais se dire qu'une infirmière qui fait une thèse est aussi un chercheur en puissance, donc d'aller développer cette possibilité d'aller faire de la recherche paramédicale qui se fait dans beaucoup d'autres pays et peu en France parce qu'elle n'est justement pas reconnue par les institutions. On peut être prof de médecine PUPH, mais on ne peut pas être PUIH, professeur des universités, infirmière hospitalière, etc. Donc il y a moins de possibilités. Donc on a pensé que la fondation hospitalière pourrait apporter plus de ressources à ces projets ou à ces besoins mal pris en compte dans les appels d'offres, dans les financements traditionnels. On s'est dit aussi que ça pouvait clarifier les choses par rapport aux relations incestueuses qu'il peut y avoir avec tel industriel, tel privé, et de créer une structure qui soit claire dans ses objectifs, dans son fonctionnement, dans sa gestion des conflits d'intérêts réels ou potentiels. Donc la Fondation est aussi là pour cela. J'allais dire aussi pour protéger les chercheurs contre la tentation. Quand on est passionné par son sujet, on va aller chercher des sous là où ils viennent. Et on ne voit pas toujours les risques qu'il y a de conflits d'intérêts. Et la Fondation peut à la fois leur apporter des sous, tout en les mettant à l'abri et de ces risques et de ces tentations pour le faire. Voilà. Donc est-ce que j'y consacre du temps je parle sous le contrôle. Je peux dire un peu. 2 jours par mois. 2 jours par mois. 2 jours par mois. Voilà. Parce qu'on a d'abord un formidable conseil d'administration de gens qui s'impliquent dans la naissance de la Fondation, un bon conseil scientifique aussi dans lequel... Voilà, et puis de temps en temps, un peu de temps quand je peux être utile pour convaincre des fundraisers, oui. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur le champ de la recherche aussi. Santé, recherche, ce sont des sujets où on peut citer la FRM, ce genre d'acteurs. Du coup, quel est l'axe de différenciation de la Fondation aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs axes de différenciation, j'allais dire par le don et par l'objet. Par le don, d'abord, l'une des raisons pour lesquelles je pensais qu'il fallait effectivement foncer pour créer une fondation, c'est que souvent, je me fais apostropher par des patients qui me disent « c'est quand même dingue, j'étais hyper bien soigné, c'était super top,
Et puis ensuite, j'ai reçu une facture de 7,48 €. Et ils me disent quand même, j'aurais pu donner plus. Alors je dis d'abord, vive l'assurance maladie, vive la Sécu, vive la solidarité. Et on est très content, très content que vous étiez bien soigné, etc. Et donc on va continuer à ne vous demander que 0 ou 7,48 € ou 12,50 €. Il n'y a aucun problème. Vous cotisez par ailleurs. Donc c'est grâce à cela que... Et le système français est formidable. Et si on peut progresser, tant mieux. Mais je me suis dit, s'ils sont prêts à donner plus, autant qu'ils puissent donner plus. Visiblement, ça leur fait plaisir. Ah. Donc on s'est dit que cette patientèle, ou cette cible, c'est horrible à dire, mais en tout cas ces gens qui... comment ? Pas ici, c'est pas voilà, horrible à dire. Voilà, ces personnes qui passent à la paix et qui se diraient j'aimerais bien donner un coup de main, autant leur donner la possibilité de donner un coup de main. Et d'autant plus qu'on est les plus légitimes pour le faire. Alors parfois, il peut y avoir telle association de médecins qui peut aussi le faire et être très légitime, d'où les propositions qu'on fait aux médecins en disant on va vous permettre de garder le lien de proximité avec des donateurs qui ont été contents dans votre service et qui puissent donner pour votre activité de recherche, mais en s'occupant de l'intendance, si je puis dire, et puis de pouvoir vous le faire de manière professionnelle. Mais donc cette première chose, c'est de dire ne pas gâcher cette envie de don, qui est aussi, dans votre métier, vous le savez par cœur, il faut à la fois susciter et il faut à la fois satisfaire une envie, voilà, un besoin, une demande, voilà, la susciter chez ceux qui ne l'ont pas spontanément, ceux qui arrivent, et la satisfaire chez ceux qui l'ont spontanément. C'est comme l'envie de s'engager. Moi, j'ai créé le service civique parce qu'il y avait des jeunes qui, quand je faisais des conférences, à la fin, venaient me voir en disant, quand j'étais à Emmaüs, en me disant j'aimerais bien passer 6 mois chez Emmaüs. Et à l'époque, je leur disais non, ça n'existe pas, il n'y a pas de statut, vous allez risquer de ne pas avoir de boulot après, on ne va pas vous prendre au sérieux. Et je me disais merde, je suis en train de dire non à un gamin qui veut s'engager alors que je devrais lui dire oui tout de suite. Et donc je me suis dit, il faut créer le cadre qui leur permet de s'engager sans quand même foutre en l'air leur carrière d'après, d'où le service civique. Et bien là, je dirais c'est la même chose vis-à-vis de donateurs potentiels, pouvoir leur dire, ben oui, c'est facile, et puis voilà, mais ça, vous savez ça par cœur. Mais donc la Fondation AP-HP, sa première particularité, c'est d'aller se dire, il y a des donateurs naturels de l'AP-HP qu'il faut aller chercher, entretenir, cultiver, et par ailleurs travailler avec eux sur... C'est aussi une manière d'être un patient actif. C'est-à-dire que vous pouvez être partenaire, c'est des choses qu'on essaie de construire. Peut-être que vous serez donateur et que vous vous inscrirez aussi sur notre plateforme de e-cohort pour pouvoir participer à des essais cliniques, ou peut-être que du coup vous créerez un lien qui fera que plus facilement on ira vers vous pour vous donner des informations sur les innovations, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, construire une communauté, je dis souvent que l'hôpital, la communauté hospitalière, c'est bien évidemment les professionnels qui travaillent à l'hôpital, mais ça n'est pas que les professionnels. La communauté hospitalière, c'est les professionnels, c'est les patients, c'est les volontaires, c'est les bénévoles, c'est tout cet ensemble-là qui contribue à l'hôpital. Donc on a besoin de créer cette communauté, comme dans d'autres pays, ça se crée beaucoup plus naturellement qu'en France, où en France, la communauté de l'éducation nationale, c'est les profs, la communauté de l'hôpital, c'est les médecins et les infirmières, la communauté de ceci. Et moi, j'ai une vision de la communauté qui est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus inclusive que ça, beaucoup plus interactive que cela. Et voilà, la Fondation est aussi un moyen de servir ce projet-là. Et puis ensuite, de l'autre côté, du côté de ce qu'on finance, la particularité, là aussi, deux particularités. Une première particularité, c'est celle que j'esquissais tout à l'heure en prenant l'exemple des infirmières et de la recherche paramédicale. Mais c'est aussi donc aller rechercher ces thématiques, ces sujets qui aujourd'hui ne sont pas complètement couverts par des appels d'offres, par des structures. On voit qu'il y a un certain nombre de problématiques, de disciplines qui peuvent avoir besoin d'un coup de pouce, d'un starter pour pouvoir ensuite aller chercher des appels d'offres. On voit par exemple que les chirurgiens aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, aujourd'hui sont moins bien organisés pour démarrer des projets de recherche.
parce que voilà, ils opèrent et ils ne savent pas monitorer un arc, etc., etc. Et donc de leur donner un petit coup de main, de leur donner envie, de leur faire l'amorce pour qu'ensuite ils puissent aller faire des programmes hospitaliers de recherche clinique chirurgicaux. Ah, c'est ce genre de choses qu'on doit pouvoir faire avec la fondation. Puis l'autre particularité, l'autre singularité, c'est effectivement de pouvoir créer cette sorte de distance entre différents donateurs et les opérateurs directs pour être une barrière anti-conflit d'intérêts. On entend votre message autour de la mobilisation, de l'engagement, de la recherche d'innovation. Est-ce que vous auriez, à travers tous ces points qui vous tiennent à cœur, un message fort à faire passer aux fundraisers qui sont réunis ici et qui travaillent toute l'année pour soutenir des causes d'intérêt général au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche et du secteur hospitalier, bien entendu? Alors, j'aurais pas l'outrecuidance de penser que je peux vous donner des conseils. Je pense simplement il y a peut-être quand même 2-3 choses qui sont importantes, mais que vous connaissez probablement aussi bien que moi. Je pense que la première chose, c'est d'être clair sur le message. Si on va chercher de l'argent privé, que ce soit de donateurs individuels ou de grandes entreprises, ça n'est pas pour signer ou signifier ou montrer la faillite du système public. Voilà. C'est pas de dire voilà, l'État a dépassé les 3% de déficit, a plus de sous, est saigné. Du coup, on vient frapper à votre porte. Sans quoi, d'ailleurs, en général, on vous répond déjà bon, vous n'avez plus de sous, mais on paye tellement d'impôts que pourquoi est-ce qu'on donnerait une deuxième fois? Non, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour que l'alliance d'action publique et d'action philanthropique, d'action publique et de mécénat, d'argent public et de volonté privée, de la société civile au sens large, incluant les entreprises, les gens qui ont des sous, les fonds d'investissement, etc., peuvent réaliser des choses qui soient intéressantes, qui ne pourraient pas se faire autrement, dans lesquelles chacun peut trouver son intérêt, et pas un intérêt caché, un intérêt assumé, peut faire naître d'autres choses. Voilà. Donc ça, de pouvoir non pas se placer en substitut, en mendiant, est quelque chose d'important. Voilà. Je citais l'exemple de ce que j'avais fait avec Total. J'ai fait ça avec Total en leur disant, moi, représentant de l'État, je commence par mettre 150 millions d'euros de l'État dans un système qui ne s'est jamais fait, qui est un fonds d'expérimentation contrôlé, où dans le domaine social, on va faire des expérimentations type essai clinique randomisé sur les politiques sociales pour trouver les choses les plus efficaces. Voilà, donc j'ai 150 millions d'euros, je n'ai pas de problème, voilà, je peux me débrouiller tout seul. Mais je pense plus intéressant pour vous, entreprise, plutôt que de tout le temps gueuler sur l'État qui fonctionne mal, ou de faire de la philanthropie, de la générosité dans des choses que vous ne savez pas évaluer, de vous dire, je vais m'impliquer et je vais être acteur moi-même dans quelque chose sur lequel la méthode m'intéresse et pour lequel je participe à l'évolution de la politique publique. Donc ça, je pense que c'est un message fondamental. Ensuite, il faut savoir aussi mettre le bémol, si je puis dire, c'est-à-dire chacun aussi à sa place. Il ne faut pas que ça soit, et je le vois dans un hôpital ou dans plein d'autres domaines, que ce soit le dernier donateur qui a donné un peu de sous. Hein, vous savez, c'est comme le dernier kilomètre qui est le plus difficile à franchir quand on livre des produits. Parfois, le dernier million d'euros, ou les derniers 100 000 euros, ou les derniers 10 000 euros sont parfois les plus difficiles et les plus visibles, alors que derrière, il y a des dizaines de millions d'euros qui sont apportés par le public. Donc il faut aussi être clair pour leur dire,
ça n'est pas parce que vous allez apporter cet argent supplémentaire que vous allez être celui qui prend toutes les décisions, qui gouverne chacun sa place. Donc vous avez effectivement un mot à dire, vous avez la possibilité d'être associé à des orientations, mais pas vous substituer. Il serait totalement fou que, par exemple, les quelques donateurs ou de la Fondation pour la recherche, pour revenir à l'assistance publique, dictent la politique de la recherche de l'ensemble des chercheurs qui, à travers l'assistance publique, les universités, l'INSERM, ont des conseils scientifiques, des procédures, des orientations. Donc il y a un curseur qui est assez subtil à mettre sur oui, vous pouvez participer aux orientations, mais non, vous n'allez pas vous substituer aux financeurs publics de base. Mais ça, je pense que c'est une problématique qui vous est familière, j'imagine ? Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc il y a des solutions, pour ça. Donc je dirais que c'est probablement ça le message le plus important. Ensuite, les autres messages, je pense que vous les connaissez mieux que moi. Il faut avoir quelque chose qui soit concret, qui soit précis, qui soit ceci, qui soit cela, qui soit sécure. Voilà, il y a des tas de séries de choses. Voilà, j'ai essayé d'y répondre par rapport à quelques exemples que j'ai donnés sur la manière de fonctionner. Je ne t'aurais pas donné des leçons générales, sauf si... Alors, un grand merci pour votre témoignage. On aurait poursuivi... J'ai encore un truc à dire. Pardon, merci. J'ai encore un truc à dire. J'ai dit que je reviendrai sur l'Institut de l'engagement, non pas pour vous demander, mais pour moi aussi remercier et juste dire quelques mots. Parce que quand je voyais les sigles des fondations liées à des grandes écoles, peut-être 2-3 petits mots. L'Institut de l'engagement est quelque chose qui a été créé en même temps qu'on a créé le service civique, comme l'après-service civique. Pour des jeunes qui ont fait leur service civique, qui ont souvent raté leur orientation, leurs études, etc., qui se sont révélés pendant le service civique et auxquels on fait passer un concours à l'issue de leurs 6 mois ou de leur année de service civique, un concours sur projet et motivation. Et une fois qu'ils ont réussi ce concours, ils sont lauréats de l'Institut de l'engagement. Et l'Institut de l'engagement a trouvé porte ouverte auprès de 150 établissements d'enseignement supérieur. Je voyais l'école de management de Grenoble, je voyais HEC, je voyais les instituts d'études politiques, etc. Donc il y a toute une série de l'université de Cergy-Pontoise, d'universités, de grandes écoles qui sont devenues partenaires et que je remercie parce qu'elles ont accepté quelque chose qui tranche avec l'habitude de faire en sorte que des jeunes qui ne sont pas passés par les voies normales soient dispensés souvent de l'admissibilité et directement sur lesquels ils seraient désarmés pour pouvoir accéder à ces écoles, à ces universités, à ces filières sélectives. Et souvent, les fondations des écoles sont sollicitées pour pouvoir également leur donner un coup de main, soit pour leur réduire, soit pour leur empêcher, leur permettre de ne pas avoir à payer les frais de scolarité, soit pour avoir un petit peu de sous pour pouvoir suivre leur parcours. Donc là aussi, je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable entre les écoles, les fondations des écoles, l'Institut de l'engagement, de construire des choses qui permettent aujourd'hui à 700 lauréats de l'Institut de l'engagement chaque année de pouvoir accéder à cela. Et ça fait des gens qui auront fait à la fois des super bonnes études, qui seront super engagés, super reconnaissants et qui seront peut-être dans cette salle dans quelques années à travailler avec nous, à faire ce qu'on fait, à le pousser ou à donner ou à être comme ça. Voilà. Donc je voulais faire passer ce petit message en espérant ne pas avoir abusé. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage et votre engagement, votre passion. Merci. Merci. Alors, ça maintient jeune, voilà.